vient de publier ce volume-ci, c'est-à-dire le tome 2 de son histoire de l'escroquerie, histoire d'escroc, et, je le signale parce que je vais probablement m'en servir tout à l'heure, je vais tirer à part où est-ce que je vais dire. Bon, une étude très récente consacrée à Michelet. Comment s'appelle le... Pensée rêvée. Pensée rêvée. Pensée rêvée. Donc, on va procéder très simplement, c'est-à-dire, je vais faire une toute petite micro-présentation, simplement pour rappeler un peu de bibliographie. Ensuite, Gisèle parlera de ce livre en particulier. Ensuite, je placerai quelques questions. Alors, Jean-Michel répond à ce moment-là. Hein, et ensuite, Patrice emporte tout ça dans de grandes généralités. Donc, l'œuvre de Jean-Michel Rey consiste en une vingtaine d'ouvrages, des ouvrages avoués, disons, et la bibliographie, par exemple, à la fin de ce volume-ci, il lit et relit des écrivains, Artaud, Paul Valéry, Pédy, Nietzsche, Simone Weil, Dumas, Thomas Mann et bien d'autres, à la lumière d'échanges et, disons, d'éclairage et d'éclaircissement anthropologique, psychanalytique, philosophique, historique, d'une précision exceptionnelle. Que fait un écrivain est la question. C'est-à-dire, nous allons poser à Jean-Michel, et ensuite de votre part, aux 5h30, un certain nombre de questions, disons trop de questions, de manière à ce que tu puisses, disons, choisir de répondre à l'une ou l'autre. Alors, je pourrais remonter loin en arrière, depuis qu'il questionne. L'une des marques de sa façon d'écrire, de son style, si vous voulez, c'est de son approche, en tout cas, c'est le point d'interrogation qui scande infatigablement son enquête, son inquisition, sa perquisition du lecteur. Depuis, mettons, L'occulte objet freudien, qui est un livre assez ancien, à, eh bien, celui-ci, l'apparition du Thomas Mann, c'est-à-dire de l'ouvrage qui est consacré à la banqueroute en famille ou les Buddenbrock, en passant par La colère de Peggy et beaucoup d'ouvrages que je ne vais pas énumérer. Et donc, de plus récent écrit publié, c'est bien l'étude sur Michelet. Voilà, d'accord. Et donc, c'est tout ce que je veux dire pour le moment, puisque c'est Gisèle qui va présenter l'ouvrage, et ensuite je poserai mes questions. Oui, je vais présenter l'ouvrage de Jean-Michel Rey, et puis moi aussi, je vais poser quelques petites questions à la fin de mon exposé. Jean-Michel Rey, Michel Deguy a commencé à présenter, à situer son travail. Hein. Que dire? Qu'en nous temps de crise des valeurs et de la valeur, de champs libres laissés aux impostures de tous ordres, monétaires ou langagières, de perte de confiance généralisée alliée à une crédulité parfois illimitée, voire à une production raisonnée de l'ignorance, à notre époque, le travail de Jean-Michel Rey est d'une singulière importance, même s'il ne cède jamais aux sirènes de l'actualité. Et c'est effectivement, comme l'a dit Michel, un travail sur ce que font les écrivains. C'est aussi un travail mené de longue date sur les opérations du croire, de la créance, de la confiance, du crédit que nous accordons au langage. Et à ce titre, il nous intéresse au premier chef à la revue Poésie. Et c'est pour ça qu'avec Michel, Patrice Leroux, nous allons pouvoir, j'allais dire, le cuisiner, peut-être en tout cas lui poser quelques questions. Donc, quelques mots pour situer ce livre qu'a montré Michel Deguy, La banqueroute en famille ou les Buddenbrook. Et petite parenthèse, Michel Deguy a écrit lui-même un livre publié en 1962 sur le monde de Thomas Mann. Ce livre est le tome 2 d'Histoire d'escrocs, paru aux éditions de l'Olivier dans la collection Pensée rêvée qui est dirigée par Michel Grymaski. Et chacun des volumes de ce qui sera une trilogie, Histoire d'escrocs, analyse les opérations du crédit
au sein d'une fiction qui est à chaque fois un terreau, un terrain, un lieu d'analyse privilégié. Le premier tome s'intéressait à la vengeance par le crédit dans le conte de Monte Cristo de Dumas, suivant en cela une suggestion qui était émise dès le temps du crédit en 2002. Le troisième volume s'intéressera au fascinant récit d'Herman Melville, The Confidence Man, l'escroc à la confiance. Et dans le présent volume, qui est le point de départ de notre entretien, La banqueroute en famille ou les Buddenbrook, Jean-Michel Ray s'intéresse dans ce gros roman paru en 1901 aux troisième et quatrième parties. Il isole donc deux séquences bien particulières. Il s'intéresse au moment où le mariage de Tony Buddenbrook avec Benix Grunlich, un mariage qui est ordonné par son père et auquel la fille se résout comme un sacrifice sur l'autel des valeurs familiales. Donc il s'intéresse au moment où ce mariage se révèle être une faillite dans tous les sens du terme, parce que Benix Grunlich est un escroc. C'est un responsable de la banqueroute familiale. C'est quelqu'un qui désormais a perdu tout crédit, un crédit qu'il implorera en vain auprès du banquier Kesselmeyer dans des formules que Jean-Michel Ray analyse avec acuité. Et la demande de crédit, je cite, c'est ce fol espoir placé dans un avenir proche que Jean-Michel Ray d'ailleurs met en rapport avec la sorcellerie évocatoire que Baudelaire voyait dans la langue de Théophile Gautier. Donc ce livre sur le crédit est aussi un livre sur le langage, nous ouvrant des aperçus savoureux sur la fabrique de l'imposture, sur le savoir-faire de l'escroc, qui est le corollaire parfois, si l'on peut dire, du non-savoir de l'analyste. Un livre, c'est en tout cas mon hypothèse, qu'on pourrait relire avec le neveu de Rameau de Diderot. Le neveu opposant en ces termes les idiotismes de langue à la généralité de la règle. C'est une espèce de crédit, ce n'est rien en soi, mais cela vaut par l'opinion. Je donne ma leçon et je la donne bien, voilà la règle générale. Je fais croire que j'en ai plus à donner que la journée n'a d'heure. Voilà l'idiotisme. Donc, voici cet étrange objet de l'analyse qui est le crédit. Un objet qui engage, comme le montre Jean-Michel Ray, toute une série d'opérations, toute une économie de l'avenir et du salut, dont les attendus sont indissolublement anthropologiques, théologiques et économiques. Il faudrait à cet égard commenter longuement la forte proposition qui est émise, page 146, je la cite, « n'est d'économie que politique ». Proposition qui fait que le roman de Thomas Mann est lu ici avec Marx et Claudel, mais aussi avec Peggy et Valérie, mettant l'un à l'autre au jour une fiducia, un fiduciaire, une économique, si l'on veut, généralisée. Et cette économie politique est mise au jour, en l'occurrence, dans le microcosme du roman familial, qui est un formidable opérateur d'analyse. Ou si on préfère, le familial et les opérations du crédit s'entre-analysent réciproquement, ils sont liés, noués, comme si la machinerie du livre se nouait, se jouait, sur trois fils de trame qui sont le crédit, la famille, la fiction, suivant peut-être en cela l'hypothèse que Jean-Michel Ray émettait dès le temps du crédit, je le cite, « Le crédit ne semble pas pouvoir résister à sa mise en fiction. Son concept se perd dans une telle opération renouvelée. » Au fond, ce serait un peu comme la figure chez Pascal. On peut dire que le crédit porte absence et présence, plaisir et déplaisir. Ce que montre Jean-Michel Ray, c'est que le crédit, c'est une figure double. Une figure du double, et à cet égard, sans doute une figure diabolique. De même, comme le montre Jean-Michel Ray à partir de l'analyse que donne Freud de la Kradiva, que ce sont les mêmes termes qui parfois permettent à quelqu'un de délivrer et de résoudre un délire, et ce sont, je le cite, les mêmes expressions qui peuvent susciter un crédit et contribuer à le détruire. Et tout en suivant le fil de la séquence qu'il a isolé dans le roman de Thomas Mann, Jean-Michel Ray se montre attentif aux mots, aux expressions, aux formules, aux ambivalences dont se tisse la demande de crédit, à ces formules incantatoires, à sa sophistique qui vise toujours à faire passer du non-être à l'être. Et sa démarche, attentive aux énoncés, aux formules qui sont autant de symptômes, de fossiles directeurs, sa démarche m'aura fait penser plus d'une fois à celle de Victor Klemperer,
analysant en philologue la fameuse LTI et tenant ferme, comme il le dit, le balancier de l'analyse. Je m'attarderai juste sur 2 points qui, évidemment, contiendront des questions, trop de questions peut-être, mais ça veut dire que le livre aussi fourmille d'hypothèses et suscite une intense curiosité chez le lecteur. Premier point, je le disais, le crédit fonctionne en 2 sens opposés, de même la fiction. Jean-Michel Rey renvoie au travail de Bentham sur les fictions, les fallacies, qui ont souvent un double aspect, dit-il, trompeur et critique, illusoire et analytique, une double nature, analogue à celle des processus du crédit. Et à cet égard, il émet une forte proposition sur la haine que peut éprouver le capitalisme à l'égard de ces fictions par lesquelles il est mis à nu. Alors, si le roman peut être crédité d'un pouvoir analytique, c'est aussi, comme le disait il y a longtemps le critique Albert Thibaudet, c'est que le roman a le temps, et donc que le roman a le loisir de déplier les énoncés dans la durée romanesque. Il y a, et là je cite Jean-Michel Rey, des mots qu'un tissu romanesque peut mettre en relief, auxquels il confère un poids en leur donnant un rôle moteur dans le déroulement de l'intrigue. Par parenthèse, comment qualifier aujourd'hui le règne de ce qui était nommé le storytelling? Et est-ce qu'actuellement le système capitaliste ne cautionne pas, dans le domaine des énoncés scientifiques, des récits qui visent précisément à renforcer son pouvoir, en produisant l'ignorance des masses, comme le montrait d'ailleurs fort bien tout récemment un entretien passionnant avec l'épistémologue Mathieu Girel dans Libération, sur ces fictions qui précisément visent à produire et à cautionner l'ignorance. Mais précisément, j'en viens à ma première question. Est-ce que les opérations du crédit sont affaires de mots qui se renversent, qui fonctionnent à double sens, comme le montre également Georg Simmel, dont la philosophie de l'argent est citée à plusieurs reprises dans le livre, ou est-ce que ces opérations sont affaires de phrases? Qu'est-ce qui fait autorité? Qu'est-ce qui fait effet de puissance magique dans un énoncé? Est-ce que ça ne serait pas parfois une charge singulière plus qu'une formule qui fait autorité, qui donne du crédit? Je pense à ces lieux d'autorité d'un discours, à ces points de force analysés par Jean Paulhan, et ce qui m'a fait penser à Jean Paulhan, c'est un article apparaît de Richard Rand sur Paulhan dans la revue Poésie. Et j'ai pensé à ce que Jean Paulhan dit des Heintennies, ces chansons et ces poèmes des Malgaches. Il montre que dans ces Heintennies, il y a 2 sortes de phrases, les unes qui n'ont que leur sens et les autres qui possèdent à côté de ce sens de la force et de l'autorité. Ou encore, je repose d'une autre façon ma question, est-ce qu'il y a d'un côté la règle et de l'autre ce que Diderot, par la voix du neveu, nommait l'idiotisme? Qu'est-ce qui fait peser le crédit dans un énoncé? Est-ce que ça se joue au niveau du mot, de la phrase? Comment ça joue à l'intérieur d'une phrase? Puis deuxième chose, et dernière, seconde donc, j'en viens à la question de la valeur, autour de laquelle tourne le livre, et au propos de Nietzsche dans la généalogie de la morale qui est citée par Jean-Michel Rey. Ce qui a un prix n'a plus de valeur. Alors, est-ce que l'opération dissolvante de l'analyse trouve une limite? Est-ce qu'on peut, à partir du travail de Jean-Michel Rey, pour le dire de façon très très schématique, opposer dos à dos Hannah Arendt, posant que la langue ne ment pas, sujet de la langue maternelle, et Victor Klemperer analysant dans sa LTI ce qu'il appelle la solennité sacerdotale de la langue allemande, qui se fait jour pour lui dès le romantisme. Est-ce qu'il y a dans la langue de l'intraitable? Pour reprendre un terme cher à Jean-François Lyotard, il était question aussi dans Les Enfants du silence, quand Jean-Michel Rey évoquait l'intraitable dont chaque œuvre est façonnée. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui résisterait aux opérations du crédit, sans pour autant qu'on ait à le sacraliser et à en refaire un Grund, un sol, une fondation et donc un garant? Voilà, c'était mes 2 questions. Je réfléchis. Non, Oui. Alors, merci d'abord pour cette présentation et pour ces questions. Sur
sur la première question, dans le troisième volume qui doit paraître, je crois, en octobre, je retravaille un énoncé qui me semble formidable, qui est l'énoncé de Montesquieu, quand il décrit de manière imaginée, fictive, Los, en l'appelant le fils d'Éole d'ailleurs. Et le fils d'Éole donc s'adresse à ces sujets en leur disant ceci: pour achever votre fortune, souffrez que je vous ôte la moitié de vos biens. Pour achever votre fortune, souffrez que je vous ôte la moitié de vos biens. Alors, le crédit serait plutôt effectivement affaire de phrases que de mots. Il m'a semblé toujours que dans les différentes formes de crédit, dans les différentes façons du crédit, ce sont des phrases qui sont à l'œuvre. Et celle de Montesquieu est absolument formidable de ce point de vue-là. Ce qui m'amène à autre chose que vous évoquiez à l'instant, c'est-à-dire le roman, au fond, comme étant un espace peut-être privilégié, en tout cas pour un temps privilégié, un espace dans lequel précisément on peut à la fois montrer les phrases et les analyser en quelque sorte, les décortiquer. Et donc il y aurait au fond dans le travail romanesque quelque chose qui irait dans le sens d'un démontage des opérations de crédit et par conséquent du démontage de phrases toutes faites. Si j'étends un petit peu le propos et la notion d'escroc ou d'escroquerie, eh bien, j'ai le sentiment, au fond, que l'escroquerie, en très grosses lettres, c'est ce qu'on connaît, j'allais dire, tous les jours, c'est-à-dire à la fois la finance, le travail de l'économie, et puis l'escroquerie, ça peut s'entendre également, évidemment, comme ou je dirais même peut-être avant tout, comme au fond un travail des phrases, un travail qui brasse la rhétorique, un travail qui utilise toutes les ressources de la sophistique, on a l'impression qu'il y a une sorte de retour de sophistique en quelque sorte, un travail donc qui consiste au fond à s'adresser à l'autre, celui qu'on veut transformer, dépouiller ou transformer, qu'on s'adresse à l'autre au fond par le biais de phrases et pour le désarçonner, pour le faire changer de posture, etc. etc. Autrement dit, je suis amené au fond à donner à cette notion d'escroquerie un sens évidemment plus large que celui très restreint que lui donne l'économie, et de l'envisager au fond comme tout ce qui a affaire à des phrases, et à des phrases destinées au fond à changer, à transformer, à récupérer quelque chose de l'autre. Ce serait la première chose. Et donc, en ce sens-là, effectivement, je crois que le crédit, c'est plus affaire de phrases que de mots, hein. De phrases, d'articulations. Et on voit très bien dans le roman de Melville que vous avez évoqué, sur lequel porte le troisième volume, on voit très bien justement comment le type qui est sur le bateau et qui escroque tout le monde en changeant de forme à chaque fois, le fait avec des phrases. Le fait avec des phrases, et des phrases qui sont très, très significatives. J'analyse notamment un chapitre du livre de Melville, Confidence Man, l'escroc à la confiance, et dans lequel l'escroc voit une dame qui est en train de lire un livre, et ce livre, c'est Saint Paul, c'est même le passage de Saint Paul du Corinthiens 2, je crois, sur l'agapé, c'est-à-dire sur la notion très mobile, comme ça, entre l'amour et la charité. Et l'escroc, qui a parfaitement compris qui est cette dame, lui tient un discours qui est en conformité, on pourrait dire, ou en proximité avec les énoncés de Saint Paul. Et il arrive, au fond, à faire que cette dame se dépouille d'une partie de son argent en argumentant avec les textes de Saint Paul. Et ça se conclut donc par une autre phrase de Saint Paul, qui irait d'un autre passage. Autrement dit, alors comment dire, non seulement la phrase est là, mais je dirais une sorte de théologie, même si elle est sécularisée, même si elle est instrumentalisée, une sorte de théologie est toujours à l'œuvre là-dedans, concernant au fond la justification qu'on peut donner, de l'opération d'escroquerie ou à la limite de crédit.
Alors l'autre question, évidemment, elle est extrêmement large, c'est-à-dire la question sur la valeur, hein, avec la citation de Nietzsche. Est-ce que la langue, je prends la partie la plus simple, si je puis dire, de la question, est-ce que la langue est ce qui ne ment pas, ou au contraire, est-ce que la langue est ce qui est instrumentalisable, si je puis dire, comme le montre fort bien Klemperer dans le livre que vous rappelez? Eh bien, je crois que, au fond, ce que nous apprend l'escroquerie nous apprend beaucoup de choses. Ça, c'est un peu ma petite obsession. Elle nous apprend beaucoup de choses et elle nous oblige à des opérations, au fond, auxquelles nous n'étions pas tout à fait habitués. Elle nous apprend notamment à saisir et à trouver les moyens de saisir, au fond, ce qui n'est pas simple, si on élargit évidemment la notion de l'escroquerie. Elle nous apprend à saisir, au fond, la logique des phrases, le type d'enchaînement des phrases, mais aussi, elle nous apprend à saisir, sinon on n'y comprend rien, et au fond on reste dans une sorte de condamnation morale qui ne mène évidemment nulle part, elle nous apprend à saisir au fond peut-être ce qu'il y a d'imaginaire, ce qu'il peut y avoir d'imaginaire, plus exactement, ce qu'il peut y avoir d'imaginaire dans la formation de certaines phrases. Et je raccroche ça, au fond, à quelque chose que j'ai trouvé dans le Code pénal depuis le XVIIIe siècle, c'est-à-dire le moment où on commence très sérieusement à s'intéresser à l'escroquerie, parce qu'elle prend une ampleur importante, c'est la notion de crédit imaginaire. Le Code pénal, dès le début du XVIIIe siècle, parle de cela, c'est-à-dire est escroc celui qui, par des manœuvres frauduleuses, etc., et usant d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, s'approprie, etc., etc. Bon. Ce qui m'intéresse là-dedans, évidemment, c'est cette notion de crédit imaginaire. C'est-à-dire, c'est cette qualification que le droit se fait de l'opération elle-même, sans en dire plus, évidemment. C'est-à-dire qu'on a une notion qui semble être, dans la logique du droit, autosuffisante, en quelque sorte. Hein. On ne sait pas qu'est-ce qui va définir ce crédit imaginaire, on ne sait pas s'il y a un crédit qui n'est pas imaginaire, on ne sait pas où passerait la séparation, etc., etc. Donc on a aussi là-dedans une sorte de grande opération juridique qui fait que précisément, eh bien, on se trouve confronté véritablement à, alors c'est peut-être en rapport avec le pouvoir que prend la fiction à ce moment-là. Vous avez rappelé le neveu de Rameau, tout à fait justement. Je rappelais les lettres persanes de Montesquieu, qui sont une formidable analyse de ce genre de problème. Enfin. Donc c'est aussi la question, au fond, du statut que peut avoir l'imaginaire là-dedans, et par conséquent du statut que peuvent prendre des phrases, si on sait les entendre. Et on peut se demander, au fond, si on n'est pas dès ce moment-là, dans le XVIIIe siècle, où il y a à la fois la grande banqueroute française, et puis, je dirais, le texte de Montesquieu qui lui répond immédiatement, un an après la grande banqueroute, Montesquieu écrit les lettres persanes et fait cette grande fiction du fils d'Éole qui dépouille ses contemporains, eh bien, on peut se demander si on n'est pas dans ce moment où, précisément, sans le dire explicitement, mais en le mettant en œuvre, en l'exerçant en quelque sorte, eh bien, on se trouve confronté à cette dimension imaginaire qu'on est obligé de reconnaître et, au fond, dont certains commencent à mesurer, effectivement Diderot et puis Montesquieu, et sans doute Marivaux aussi, dont on commence à comprendre, au fond, que l'imaginaire, c'est à la fois, évidemment, ce qui est nécessaire à la fiction, au sens très large du terme, au sens le plus noble de la chose, mais l'imaginaire, c'est aussi ce qui peut être utilisé, repris dans une dimension tout autre, c'est-à-dire une dimension de tromperie, de fraude, d'escroquerie, de changement méchant, si on peut dire, de l'autre, etc., de transformation méchante de l'autre, et tout ce qui concerne cela. Donc je dirais, au fond, que là, sans vouloir renvoyer dos à dos, évidemment, à Arendt, la langue ne ment pas, et Klemperer, la langue peut être prise en charge par des significations, et des significations, au fond, tout à fait imaginaires, enfin,
qui l'envahissent et qui l'apesantissent, sans renvoyer de doigt doux, on est obligé de dire il y a peut-être les deux à la fois. Il y a peut-être les deux à la fois, c'est-à-dire cette confiance possible faite à la langue, je ne sais pas si on peut dire qu'elle ne ment pas, et cette défiance, au fond, et là, au fond, nos langues européennes sont intéressantes parce que c'est le même terme qui est dit l'un ou qui dit l'autre avec une particule, en quelque sorte. Confiance ou cette méfiance, l'allemand, la même chose. Et par conséquent, donc, réfléchir à ce mouvement de bascule, en quelque sorte, qui fait que, eh bien, on est constamment pris entre des contradictions, enfin, ou des prises contradictoires, en quelque sorte. Ça répond très, très indirectement aux questions, mais elle est très vaste, évidemment, la question. Michel, tu veux intervenir maintenant? Bon, d'accord. On continue. Oui, on continue. Je pense que oui. Trop de questions. Moi, j'ai 3-4 questions. Je ne sais pas si je les dirai toutes. Ma question finale, et cela je ne te la poserai pas, parce que je pense qu'on n'y arrivera pas, ça serait quel crédit et donc quelle confiance, créance ou croyance est toujours réclamée par ce qu'on appelle la poésie, si tu veux. C'est-à-dire, comme toi tu montres que c'est le roman qui fait. Le roman fait la lumière, et même plus explicite et montre... Parfois. Oui, bah, tous ceux qui prêtent, plus que, disons, le rapport scientifique à l'économie. Même si, évidemment, aussi, il faut prendre l'économie dans le sens, on fait toujours le plus général. C'est-à-dire, depuis, on va dire, le sens théologique byzantin, pour faire vite, l'économie, l'économien, jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui la science économique, quand on dit un économiste va parler. Alors, évidemment, ma question, ce serait finalement, tout ça, ça ne sera peut-être pas pour aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans le cas? Quelle demande, quelle confiance, quel contrat, ce contrat de confiance implicite continue à être exigé ou réclamé par le faire croire, le faire voir et faire voir de la poésie, aujourd'hui, dans la mesure où on continuerait à s'intéresser à la poésie. Bon, alors, je laisse cette question-là à l'horizon, peut-être pas. Hein. À quoi fait croire? Alors, la première question, qui aussi est une question énorme, au fond, peut-être même la plus massive, disons, la plus profonde, pour prendre un terme tout à fait banal, c'est que, je disais la poser tout de suite, c'est celle de la valeur, c'est-à-dire la question nietzschéenne de la source de l'évaluation et de l'énigme de la transvaluation. Il n'y a pas, par exemple, aujourd'hui de choses, et tout à l'heure je vais interroger Jean-Michel sur la chose qui apparaît. Il n'y a pas de chose plus, ce n'est pas de chose dans une entité vocable ou un mot chose, il n'y a pas de chose-mot plus usité, hégémonique, et donc épuisé aujourd'hui que la valeur. C'est-à-dire, ce qui est absolument frappant, c'est que tout discours politique en particulier, finalement, consiste à nos valeurs, mes valeurs, tes valeurs, ces valeurs, pour s'apercevoir que c'est les mêmes. Bon, alors, il n'y a pas de chose plus dévaluée, plus épuisée. Tu dirais la grande chose, on va dire. Ce qui me dicte, dans une sorte de digression immédiate, d'entrée de jeu, disons, cette remarque, c'est peut-être aussi par la dévaluation qu'il conviendrait d'aborder l'évaluation, c'est-à-dire la valeur. Alors, pour aujourd'hui, nous quittons le 18e siècle, pas nous ne le quittons pas, mais si l'identité est devenue culturelle, c'est-à-dire toute chose devenue son image et de marque, ou bien, et cela revient au même, si un crédit illimité est exigé, réclamé sous le nom de reconnaissance par tout sujet, qu'il s'agisse de la personne humaine ou de la nation elle-même, un amas de minorités, par exemple minorités ethniques, dont je tiens, un individu qui peut être subjectivation, ou bien le jeu qui parle,
ou bien la subjectivation d'un collectif ou d'une groupe social. On va dire subjectivation prosopopéique de tout sujet. Donc quel que soit ce je suis indévaluable et par conséquent insolvable. Vous ne pourriez jamais vous acquitter de cette dette contractée d'origine dont j'exige la reconnaissance. Et par exemple, on entend dans cette formulation parler, par exemple aujourd'hui, la Grèce avec son Parthénon, aussi bien que l'inestimable dignité de toute personne humaine, infinie, aussi infime soit-elle, c'est-à-dire maltraitée, assujettie, misérable qu'elle soit. En d'autres termes, la raison, dans son âge moderne, achoppe sur les identités, ou disons l'identité non convertible, c'est-à-dire dans leur intraduisibilité générale et absolue sur le modèle de celle des langues qui ne peuvent s'entendre les unes les autres. Si la valeur est le sans équivalent, alors je suis ton créancier. L'incomparable étant le sans équivalent, c'est donc, ça rejoint la question que je ne te poserai pas, c'est donc finalement l'opération poétique de la comparaison qui pourrait seule s'en occuper, comparer l'incomparable. Alors, je suis évidemment allé trop loin d'un seul coup, c'est-à-dire à la dernière page du dernier livre de Jean-Michel, qui résume ainsi la fin de l'histoire, plus que sombre, plus que noir, plus que pessimiste, mais on pourrait dire apocalyptique, qu'à mon tour, je condense d'une formule amarxiste ou amarxienne, l'humanité ne se pose que les problèmes qu'elle ne peut pas résoudre. Autrement dit, philosophie. Alors, je fais entendre cette page, l'extrémité de sa réflexion actuelle, pour autant qu'elle est publiée. L'humanité, et c'est pour ça, si tu veux, que j'ai commencé par aller très loin dans la valeur aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe avec évaluation, dévaluation, valeur infinie, c'est-à-dire cette créance absolue que je, quel que soit le je, exige sous forme de reconnaissance. Et au fond, peut-être que ce qu'on appelle la colère aujourd'hui, c'est un mouvement par lequel une individuum demande et exige la reconnaissance de cette, qui d'une certaine manière exige un crédit, enfin, est illimité et qu'on ne peut pas le reconnaître. Bon, alors, là, tu dis ceci, l'humanité s'imposerait, par le biais de l'économie, des problèmes qu'elle ne paraît pas pouvoir résoudre. Elle se déposséderait de ce qu'elle a, et dans le même mouvement, elle s'aveuglerait sur ce qu'elle fait. N'était le roman, ou certains grands romans, il s'agit de romans, et la réflexion qui parle de ces romans. Elle courrait d'elle-même à sa propre perte. Elle, c'est l'humanité. Elle courrait d'elle-même à sa propre perte, sans pouvoir trouver d'aucun côté les moyens d'énoncer, énoncer un tel mouvement. À petite ou grande échelle, le crédit chercherait à gérer le temps dans une course contre la mort. C'est le dernier mot. Autrement dit, si ambitieuses que soient ces questions, elles vont droit au plus, à la fin. Alors, oui. Donc, je disais, autrement dit, ne se pose que les problèmes qu'elle ne peut pas résoudre, autrement dit, philosophie, qu'elle va se résoudre, donc, à ne plus se poser, à ne plus poser, se poser, pour ne plus se poser que ceux qu'elle peut résoudre, à savoir les problèmes techniques, c'est-à-dire ceux dont la science, qu'on peut appeler aussi la recherche, comme disait Proulx, la recherche, c'est-à-dire finalement l'argent, dont la science peut venir à bout. Telles qui sont-elles, consommer, croître, se guérir et sortir de ces identités, sortir de ce butoir de l'identité, c'est-à-dire au fond du choc des identités, des mortellement identitaires qui s'affrontent, qui ne sont pas non subsumables, on va dire, sous l'universel, l'universalité. Et pour en sortir, et si elle se pensait comme mortelle, non, pardon, je veux dire, et si, c'est-à-dire en référence cette fois à ce qui était traditionnel que j'avais dit, si l'humanité se pensait comme mortelle, terrestre, et, on va dire, babélisée,
plurilingue, hein, se faire alors, je réponds au fond à cette analyse, se faire alors non mortel, c'est ce qu'on appelle la longévité, non mortelle, ou bien perpétuellement jeune, extraterrestre, déterrestré, unilingue, ou encore on pourrait dire espérantisé, ou même globichisé, unilingue, voilà, communicante si vous préférez. Mais cette fin que je viens d'énoncer, de chercher à énoncer comme voilà les problèmes qu'on va pouvoir résoudre, cette fin est aussi bien comique. Et je fais donc allusion à la bonne fin de la comédie qui consiste en la reconnaissance. Parce que tu dis, la phrase est étonnante qui dit sans, elle s'aveuglerait sur ce qu'elle fait. Bon, cette fin serait en même temps comique, en faisant allusion à la bonne fin de la comédie qui consiste en cette reconnaissance. J'avais téléphoné à Patrice, malheureusement tu n'étais pas là, parce que on dit un peu plus sur l'anagnoricisme de la fin de la poétique, c'est-à-dire la reconnaissance à la fin. La reconnaissance, on va dire, du « c'était donc ça ». C'était donc ça. Hein. Le son, c'est pourquoi j'insiste un instant, le son de Thomas Mann, Joseph le Pharaon, démythologisé par l'histoire, puisque Thomas Mann ne raconte pas Moïse l'Égyptien, mais plus romanesquement, et en prenant moins de risques que Freud, l'histoire du fils de Jacob, Joseph, qui finit en Félix Krull. Dont la vie est une citation de Joseph. Dans le livre, dans ces deux livres, dont l'un concerne l'origine mythique et l'autre la fin d'escroquerie et comique, le même mot caractérise les deux personnages, c'est le mot allemand de Hochstapler. C'est-à-dire le Hochstapler, tantôt traduit chevalier d'industrie, tantôt traduit prescrit. Alors, au passage, d'ailleurs, parce qu'on pourrait se demander mais comment, quel rapport, il ne faut pas oublier que le Joseph de Thomas Mann était presque l'amant de Putiphar, de Madame Putiphar. Presque. Oui, il y a tous ces aspects dans le... Alors, toi tu conclus en disant le XXe siècle aurait affaire à l'homme s'escroquant lui-même, sorte d'apax. Au fond, peut-être que, alors une question plus précise dans cette immensité de ces questions, ça serait, je ne sais pas si on peut dire apax, l'homme s'escroquerait lui-même, sorte d'apax dans l'histoire de l'humanité, et donc on attend avec impatience, je l'entends lecteur, le livre à venir qui s'appelait dans la traduction de Henri Thomas, Le Grand Escroc. Le Grand Escroc. Dernière figure, Confidence Man, dont tu nous parleras. Alors, je vais indiquer mes autres questions un peu rapidement, qui peut-être reviennent non pas au même, mais vers un même, j'en suis pas sûr non plus. Alors, la question suivante, c'est, donc si tu veux, la première, ça va être au fond l'impasse où nous sommes que l'identité, c'est-à-dire au fond, qui en devenant culturel est l'identité de ce dont je suis capable. On dit sans arrêt aussi, c'est une expression de tous les jours et partout, c'est ton ADN, son ADN, mon ADN, c'est la provenance de l'identité, le fond, avant le travail et avant le capital, fait que le sujet ou le subjectivé exige, proclame un droit de reconnaissance à sa valeur qui, d'une certaine manière, est intraductible. Alors, la chose et l'écriture s'appellerait ma deuxième question. Alors, page 202 de l'article tiré de la collectif, l'article Michelet, je croyais l'avoir, j'ai oublié, mais j'ai pris le soin de recopier ceci. On peut lire deux fois. Toute écriture dont l'objet est effectivement de l'ordre du grandiose appellerait une sorte de ressaisie de soi de la part de celui qui convoque la chose, c'est majuscule, la chose démesurée, ayant la charge de l'évoquer ou se découvre en situation de ne pouvoir faire autrement. Si tu veux, je te demande ce que tu, et j'en fais plusieurs occurrences, ce que tu entends finalement par la chose. Voilà. Et parce que dans ces pages, la chose est écrite avec majuscule. Plus bas, la chose, c'est majuscule. Terrible ou magnifique
selon les contextes ou les époques, aura dans chaque occurrence une conséquence à peu près identique, non pas tant se donner en spectacle, car le plus souvent, elle échappe aux raies de la représentation, mais d'agir sur le sujet. Ailleurs, la chose n'entre pas dans les formes reconnues de la représentation. C'est majuscule. Ailleurs, même article. La grande chose fait signe, est en train d'apparaître, fait irruption dans l'intimité même de l'histoire. Je dirais, cette chose, elle est passible avant que le papier. Alors, qu'est-ce que la chose? En disant ça, qu'est-ce que la chose? Je reprends la question de Heidegger, c'est aussi la question de Lacan. Oui, mais je te pose la question. Qu'est-ce que c'est? Bon, alors, pourrais-tu gloser sur la chose et sa représentation? C'est ici qu'il conviendrait peut-être de reprendre cette allusion que j'ai faite il y a un instant à la valeur sans équivalent, car c'est justement le but, le vaut-dessous de l'opération poétique, à prendre au sérieux comme opération dans les choses, que de saisir la chose, la grande chose, de la représenter entre guillemets, ainsi que le comprend, je prends un exemple parmi d'autres, ainsi que le comprend Günther Anders à Hiroshima, quittant Husserl, qui n'a rien vu à Hiroshima, c'est-à-dire la phénoménologie, qui ne peut rien voir, pour aller à la chose même, c'est-à-dire à ce qui s'est passé sans précédent et pour toujours à Hiroshima. Ça m'a fait penser aussi, quand j'écrivais ça, à un passage très intéressant d'un petit livre, il y a un an, je crois, de Lili Huberman, qui revient d'Auschwitz. Et au fond, il dit qu'il n'a pas pu voir Auschwitz empêché par ce que j'appelle, on peut appeler, non, le culturel, la culturalisation d'Auschwitz. Donc, la chose qui serait hors représentation et que, à mon sens, c'est la question, à la fin, finalement, seule l'opération poétique peut approcher, oui, par le rapprochement d'ailleurs, parce qu'il s'agit de l'incomparable, il n'y a que le poétique qui peut traiter l'incomparable. La chose dont tu parles, c'est peut-être, ou est-ce peut-être ce que la langue appelait les choses dernières. Les choses dernières sont les choses premières, les grandes choses, c'est-à-dire les choses, ou si tu veux, la chose. C'est-à-dire ce que seule la langue, alors j'ajoute la langue, c'est-à-dire les mises en œuvre, paroles. La langue ne ment pas au fond d'une certaine manière, ça ne peut pas passer, ça. La langue, elle est faite pour dire la vérité, mais la langue, c'est-à-dire ces mises en œuvre, paroles, donc, c'est-à-dire ce que seule la langue des grands jours peut faire être en les disant. Histoire de France. Je me suis simplement tout à coup arrêté sur le titre de Michelet. Alors, Histoire de France, qu'est-ce que c'est que ça, dit Michelet. Pour lui, c'est la grande chose qu'il s'agirait de ressusciter, comme dit-on, ou ressusciter, hein, c'est-à-dire de faire être. Alors, attends, pendant que j'y suis, je vais encore... Tu réponds à celle-là. Non, j'en ai encore 2 jours. C'est à propos de la préfiguration qui vient loin en arrière dans les œuvres de Jean-Michel. Le temps, lui, a aussi, on va dire, a besoin d'une vision. Il semble que 2 grandes visions de l'histoire, tant humain comme sens de l'histoire, à échelle des sociétés, s'opposent. Je te demande si tu admets ça, parce que ça apparaît dans tes œuvres, à mon avis. D'une part, la progressiste, celle pour laquelle et dans laquelle un présent est, c'est-à-dire aura été ou n'aura été qu'une préfiguration. Le sens du présent est d'annoncer, vision prophétique puis progressiste. Le chêne chrétien en fut soutenu par Pascal, l'Ancien Testament est figuratif, le Nouveau Testament est accomplissement. Ce qui fut annoncé s'éclaire rétroactivement par ce qui arrive, confirmation et révélation de ce qui fut dit, en attendant le pléro, accomplissement des accomplissements. La figuralité est figurative. Et peut-être vous pourrez entendre là aussi ce qu'il en est du témoignage. Après tout, le témoignage est orienté de ce sens. Un présent, un événement, ce qui est arrivé prouve
ou avère la véracité de la prédiction, c'est-à-dire avère le témoignage. Il faudrait peut-être prendre aussi le témoignage de ce côté-là. Et en particulier, tu reviens souvent ça et là dans tes œuvres, l'histoire de l'art et la critique abuse de ce schème, et même souvent n'est que l'abus de ce schème d'intelligibilité. Un artiste, une œuvre est louée, quand un artiste est loué, mais c'est la plupart du temps, est loué d'avoir pressenti, c'est aussi important d'avoir pressenti, ou préfiguré, ou ouvert ce que les modernes, ou le moderne, accomplit, ou va accomplir. Mais lui-même, le moderne, alors, tu aimes à citer, ce n'est pas là, mais c'est dans un livre précédent, et analyser Edgar Quinet, comme un parmi d'autres. Donc, je veux dire, il n'y a pas qu'aveuglement, qui dénonce les facilités de ce puissant modèle, de ce schème simplificateur de l'anticipation. C'est comme si c'était une sorte de dénonciation de l'annonciation, de l'annonce. Alors, d'autre part, ça c'est le deuxième, là c'était, je disais, le temps de vision, au fond, où ce qui arrive, ce qui est là, n'est là que comme préfigurant, comme figuratif. Le deuxième, et donc les deux visions seraient tout le temps, continueraient d'être en antagonisme puissant, le temps du déclin de l'humanité, je te cite, courant d'elle-même à sa propre perte, sans pouvoir trouver d'aucun côté les moyens d'empêcher un tel mouvement. Donc, à la fois sur le mode ludique et comique de la déclinaison de Joseph Apelles-Rull, dans l'antagonisme de l'illusion de l'avenir et de l'avenir de l'illusion. Et donc, ils sont dans l'échéance fatale de la lucidité ou reconnaissance, dénouement, lequel l'emporte. S'il y a un antagonisme, c'est deux grandes visions qui sont là tout le temps entre eux. La vision pointée par Edgar Quinet et par d'autres, et puis la prophétie. Alors, ma dernière question, peut-être je vais m'arrêter là, puisque je ne te poserai pas la question, moi, pour faire rentrer la poétique dans le sauf si tu veux, à propos de la chose. J'en ai encore une, et encore plus rapide. C'est la question que me pose la vengeance, c'est-à-dire Monte Cristo. Voilà. Comment le survenu, celui qui survient, on va dire pour citer un arabe, le nouveau-né, l'arrivant, le nouveau-né, a-t-il par position, et comme on dit aujourd'hui de génération, N plus 1, plus 1, plus 1, génération, une supériorité, celle du surplomb, ou survol, ou surenchère? Est-ce une illusion? La vindicte, la vengeance, la justice du justicier, la figure exemplaire d'Edmond Dantès, le comte de Monte Cristo, c'est-à-dire de celui qui sait, c'est-à-dire en sait plus parce qu'il vient après. Cette supériorité est-elle inévitable ou fatale? Sommes-nous condamnés au fond, enfin condamnés? Oui, est-ce que celui qui survient, celui qui arrive, la nouvelle génération, simplement par position, je remarque, c'est là-dessus que je vais choisir, c'est qu'il y a quelque chose de tel chez Pascal qui assure aux modernes, on se rappelle que c'est la querelle des anciens et des modernes qui commence, ou presque, enfin, qui a déjà commencé bien, donc, qui assure, le point de vue de Pascal, une hauteur de vue simplement parce qu'il est monté sur les épaules du précédent, et donc, il ne peut pas ne pas occuper la place de l'habile, pour reprendre un des grands termes de Pascal aussi, dans la succession des points de vue, de demi-habileté en habileté, en attendant l'habileté du suivant, qui renvoie la mienne à la demi-habileté. Alors comment en sortir? Au fond, cette position étrange du justicier absolu, qui apparaît dans les films tout le temps, en particulier, tiens, je pense comme ça, parce que dans les films américains, il y a en particulier l'acteur qui fait semblant de ne pas être un justicier, Clint Eastwood, mais qui est toujours finalement le justicier qui arrive, et je ne veux pas comparer Clint Eastwood à Pascal, mais la question de cette supériorité du point de vue qui met dans la position du justicier.
Bon, alors écoute Jean-Michel, ça fait beaucoup. Si tu veux... non, si tu peux reprendre. Bon, oui, je Reprends reprends. là, y compris sur la chose. Hein. Ouais. Et à la fin, la chose. Mais ce que je reprendrai comme première question, c'est toute cette histoire de la préfiguration et du surplomb de l'arrivant, etc. Oui. La préfiguration, c'est pas Pascal, c'est Saint Paul. Hein. C'est Saint Paul et c'est tout le mouvement théologique du Vérus Israël qui se déclenche très vite au début du christianisme, c'est-à-dire cette opération consistant à séparer le nouveau de l'ancien, à déclarer ce qui est l'ancien, d'une part, et puis d'autre part, à faire, là pour le coup, une opération extrêmement énigmatique, c'est le moins qu'on puisse dire, consistant à affirmer, avec des preuves qui sont acrobatiques, consistant à affirmer, au fond, que le véritable Israël, l'Israël authentique, c'est pas l'ancien, mais c'est le chrétien. Autrement dit, c'est cette opération, dans la préfiguration, il y a tout ça. Il y a la mise en place d'un schéma historique, d'un schéma, disons, très rapidement dialectique, on pourrait discuter, mais massivement dialectique, la constitution d'une ancienneté, mais d'une ancienneté disqualifiée, justement, ça rejoint une de tes questions du début, c'est-à-dire d'une ancienneté, au fond, qui est dévaluée, véritablement dévaluée. Là, on a la mise en place de valeurs, qui est constamment dévaluée, par rapport à laquelle ancienneté, ce qui arrive est non seulement évidemment nouveau, mais est meilleur, et donc ce qui doit advenir. Et par conséquent, je crois que Pascal, au fond, ne fait que reprendre ça, le compliquer un petit peu, parce que comme figure, c'est très étrange de compliquer, mais il ne fait que reprendre ça. Le premier, si on peut dire, c'est Saint Paul, et c'est au fond tout ce qui vient accompagner ça, c'est-à-dire une évaluation qui est en même temps une dévaluation, très 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 forte. Ça me permet d'enchaîner au fond sur ce que tu as dit sur la dévaluation, qui me semble effectivement très important. J'ai le sentiment que, alors je situe ça globalement, mais qu'importe au fond, que le XVIIIe siècle, c'est ce moment joyeux parfois, Marivaux, joyeux et en même temps tragique, enfin bon, Marivaux, Montesquieu, le neveu de Rameau Diderot et d'autres, c'est ce moment très, très, très singulier, au fond, dans lequel on a le sentiment, Kant ne serait pas loin, on a le sentiment que l'évaluation, c'est la constitution d'une humanité, d'une société, d'un nous, comme je l'avais dit, etc., des choses comme ça. Et, pour le situer, mais évidemment ce n'est pas ça uniquement, la Révolution française, dont on sait l'impact qu'elle a sur la pensée, pas uniquement sur les événements, dont la Révolution française vient montrer, au fond, à la fois la difficulté, et vient mettre en face de quoi? Vient mettre en face de... Eh bien, c'est nous qui désormais sommes, comment dire, appelés à évaluer. Et évaluer en commun. Et nous sommes l'an zéro. Et nous sommes l'an zéro, et bizarrement, mais peut-être pas si bizarrement que ça, à mon sens, c'est le moment où on commence à parler de la croyance, véritablement. Le XVIIIe siècle, en gros, ne s'intéresse pas à la croyance, ou s'intéresse comme un phénomène vraiment secondaire. Or, ce qu'on voit apparaître au XIXe, en France comme en Allemagne, je dirais, c'est précisément un questionnement extrêmement approfondi, qui provient de toutes sortes de sources, sur la croyance, comme si, au fond, on commençait à mesurer par ce biais, eh bien, qu'il y a eu cette dévaluation comique, joueuse, ludique, etc., mais en même temps dont on sait qu'elle était très grave, et qu'on se trouve acculé, en quelque sorte, au fait de devoir à nouveau évaluer en commun, c'est-à-dire projeter une société, projeter une humanité, projeter, etc., etc. Et où là, au XIXe siècle, justement rejaillit, et parfois chez les meilleurs, si on peut dire, la question de la préfiguration. Et Quinet, de ce point de vue-là, est très, très, très symptomatique, parce que chez Quinet, il y a à la fois le fait qu'il faut en finir avec cette sorte de christianisation au fond du problème, et en même temps, il y a, comme chez d'autres d'ailleurs à ce moment-là, et c'est très symptomatique, le fait que, eh bien, là, un des grands thèmes, c'est la tragédie grecque est déjà chrétienne. C'est-à-dire,
on recule encore la question de la préfiguration. Hein. Chose qu'on retrouve, je l'avais noté ailleurs, étrangement, mais peut-être pas tant que ça, chez Simone Veil, par exemple. En pleine guerre, en 1942, Simone Veil reprend exactement ça, avec aussi une évaluation de ça et une dévaluation de son tel procès, des sources. Bon. Alors, ce qui m'intéresse là, au fond, c'est ça, c'est-à-dire cette sorte de tournant. Cette sorte de tournant qui fait que on constate une dévaluation, et effectivement, ce que tu as très bien dit, sur le sans équivalent, l'inconvertible, etc., hein, où l'homme devient en quelque sorte le centre de ce mouvement, et en même temps la tâche nouvelle, en quelque sorte, qu'on verrait, je ne sais pas, chez Nietzsche, par exemple, entre autres, enfin, mais chez bien d'autres. La tâche nouvelle, même chez les Français, début 19e, la tâche nouvelle, au fond, de devoir, non pas réévaluer, mais évaluer tout court. Évaluer tout seul, sans les fondements qu'on avait. Et c'est là, je dirais, où, alors j'essaye de rassembler tes questions, c'est là où apparaît chez certains, chez quelques-uns, la grande chose. Et la grande chose, c'est l'histoire, mais l'histoire dans ce qu'elle a de plus singulier, de plus massif, et je dirais, à la limite, d'irreprésentable, en quelque sorte. C'est la question, parce que... relativement, oui. La chose et sa représentation. Voilà, tout à fait. Je me rappelle le passage de Günther Anders, où il dit qu'il quitte tout le cercle parce qu'il n'y a pas de représentation. Oui. Et il me semble que des gens comme Michelet, quelqu'un comme Michelet, est absolument exemplaire de ça, c'est-à-dire se confrontant à cette grande chose qui est là, au fond, l'histoire de l'humanité, enfin, c'est l'histoire de France, mais c'est sur fond d'histoire de l'humanité, enfin, avec là aussi des petites tendances à la préfiguration. Virgile est déjà chrétien et précède le Christ, etc. Bon. Et puis en même temps, l'idée, au fond, que la Révolution française impose une nouvelle donne, en quelque sorte, une nouvelle tâche, enfin, et que cette nouvelle tâche, au fond, eh bien, elle vient miner, je dirais, en condensant bien des choses, elle vient miner la représentation. Et que par conséquent, le sujet, c'est ce que je vais essayer de très rapidement d'indiquer dans cet article, le sujet qui écrit ça est constamment dans cette position, c'est là peut-être où il est poétique, au sens peut-être où tu l'entends, je serais d'accord avec toi, le sujet qui écrit ça est constamment en train de dire qu'est-ce qui me donne le pouvoir de faire ça? Qui pourrait faire ça? Qui est dans la capacité de faire ça? Autrement, on dit non pas qu'est-ce que je peux faire, etc., que puis-je espérer, comme dit l'autre, mais au fond, qui me donnera, dans une sorte de futur impossible, qui me donnera la capacité de faire cela. Et là, effectivement, j'enchaîne très vite, mais comme tes questions le supposent, la descendance de Michelet, c'est quoi? C'est Péguy et c'est Benjamin. L'un et l'autre se comprennent très vite, et fortement, je dirais, qu'il y a quelque chose de crucial chez Michelet, bien au-delà de l'historien bien connu, etc., républicain, tout ce qu'on veut, qu'il y a chez Michelet quelque chose de tout à fait essentiel, et que par conséquent, la suite, au fond, mais qui n'est pas un accomplissement, justement, qui est une suite qui fait le tri, en quelque sorte, qui est une suite critique. La suite de Michelet, c'est, à mon sens, seuls qui comprennent vraiment ça, eh bien, c'est Benjamin et c'est Péguy. C'est-à-dire des gens pour qui, alors, le récit de la fin, de la catastrophe, de tout ce qu'on peut recomposer là, parce que l'un et l'autre pensent la catastrophe. Et la catastrophe dans la civilisation. Donc, chez Péguy, c'est l'argent qui vient cristalliser ça. La caisse d'épargne. La caisse d'épargne, voilà, exactement. Mais la caisse d'épargne intellectuelle, justement. C'est-à-dire en déplaçant continuellement la chose même. Et alors, moi, mon idée, elle va sembler peut-être terrible, mon idée, c'est que et ça répond un petit peu à la question sur la phrase, au fond, c'est que la poésie, au sens un peu large qu'on peut donner à ça, on la trouverait chez Pascal, à sa façon, chez Nietzsche, chez Péguy, chez Kafka, chez Musil, et puis un qu'on n'a pas nommé, c'est évidemment Valéry, qui est dans cette position
Alors, de poète au sens traditionnel qu'on sait, mais c'est pas ce qui nous intéresse le plus, évidemment, et d'être dans la, notamment à partir des années 30, mais bien avant aussi, d'être dans la position, au fond, de une sorte de dépouillement, de savoir qu'est-ce que c'est que se faire croire. Qu'est-ce que c'est que se faire croire qui vient se coller en quelque sorte à la langue. Et qu'est-ce que c'est que cette fiducia qui envahit, au fond, tout le domaine du disciple, en quelque sorte. Ça a un poids tel que si, à supposer qu'on puisse l'enlever, on enlève l'humanité. On enlève l'humanité, tout ça. Donc on est, je crois, avec tous ces gens-là, dans une acception de la poésie que peut-être tu accepterais, toi, et en même temps dans une forme de réflexion dans laquelle, précisément, les problèmes évoqués sur le statut du langage, sur ce qu'il donne, ce qu'il fait croire, ce qu'il met en commun, en quelque sorte, ce qu'il permet d'échanger, ce qu'il permet de nommer qui serait, comment dire, unique, en quelque sorte. Tout ça est en jeu, on peut dire, un peu autrement. Un peu autrement. Alors ça répond évidemment très... Alors le surplomb, Monte Cristo ne fait pas le surplomb. C'est le justicier définitif. Oui, mais d'abord c'est le talion, hein, c'est-à-dire, et puis une version très, très singulière du talion, bon, qui n'est pas du tout orthodoxe, si je puis dire. Bon, il y a cette première chose, mais je dirais c'est surtout quelqu'un qui donne suite à sa propre histoire. C'est-à-dire qui récapitule sa propre histoire et qui en tire les conséquences sur la forme d'un jeu. Mais moi, je ne vois pas comme le justicier suprême. Oui, non. Bon. Mais qu'est-ce qui se passe, entre parenthèses, Monte Cristo après tout? Il va sur la plage, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va. Il s'en va à la fin. Il s'en va. Justement, il s'en va. Même pas avec sa femme. Est-ce qu'il y aurait un point, une génération après, qui serait surplombant Monte Cristo? Non. Qui dirait non. Donc Non. c'est Dieu, quoi, voilà. Non, alors ce qui est frappant, c'est de voir comment quelqu'un qui est complètement hors du champ de ce que nous disons, dans les années 20, 25, je ne sais plus, Gramsci. Gramsci reprend une sorte de vieille idée qui traîne ici ou là, disant Monte Cristo, ça serait le surhomme. Il tient. Ce qui est plus intéressant, enfin, même s'il ne développe pas la chose, c'est-à-dire cette chose énigmatique dont on ne sait pas de quoi il est fabriqué et qui a un certain rapport avec l'homme, avec l'humanité et avec... voilà. Ce serait plutôt quelque chose comme ça. Donc là moi je refuse le surplomb. On pourrait dire ça autrement. Dans quel tort se met à son tour Monte Cristo, de point de vue anaximandrin sur l'histoire? Oui. De telle sorte qu'un après Monte Cristo, il viendrait lui dire, mon Dieu, voilà, je te rends ta juste, enfin, je suis justicier de toi aussi. Oui. Sauf que il n'y a que lui qui puisse faire ça. Oui, voilà. C'est Dieu. Il y a trop de justice. Oui, c'est trop de justice. Trop de justice. Trop de justice. Et c'est pas Dieu. En tout cas, c'est pas celui qu'on représente. Pas celui qu'on attend. Qu'on attend. Il y aurait un mot à dire, mais il a fait des choses magnifiques là-dessus, du côté de Peggy, effectivement. Parce que Peggy, finalement, c'est complètement antinomique, c'est les deux visions de ce que tu as plus le temps. Parce que c'est le type qui croit être socialiste au début, à cause de l'affaire Dreyfus, qui à la fin dit c'est incendie au socialiste, tue Jaurès, pour ainsi dire. Non, j'exagère. Et c'est en même temps celui qui... Peggy, c'est le curé et l'instituteur, ce qui ne peut pas s'allier. Or, il le dit. Et puis, il est toujours à chercher l'origine. Par exemple, il se moque de ceux qui disent 1789, le soleil se lève, quand est-ce que ça commence? Puis ensuite, il va chercher le moment de la catastrophe, c'est Renan. C'est-à-dire que c'est 80 et 800. C'est un des symptômes de la catastrophe. Là, ça commence le déclin. C'est pas le prêtre et l'instituteur. Hein. Parce que c'est c'est celui qui écoute le langage. Enfin. C'est d'abord. Bien sûr. Oui, mais tout ça, c'est dans l'écoute du langage. Mais ni le prêtre ni l'instituteur ne font ça en général. Oui, mais lui, quand il dit c'est dans l'argent, justement, évidemment, il est pour le prêtre au sens, pas au sens pédophile, Non. le prêtre. Et l'instituteur qui vient d'être inventé, qui est l'éducateur de la France. Hein? Donc, et là, il n'y a rien à faire. Même Sarkozy n'est pas arrivé, l'instituteur, le prêtre. Bon,
Merci. Alors, roman, poésie, philosophie. Ça s'imposait. Bon. Il y a un petit argument qui a circulé et qui se terminait, pour présenter notre réunion, ce serait une façon d'expliciter la notion de crédit de la parole. Je me propose de placer par rapport à ton livre et au problème du crédit dans le cadre d'une phrase, enfin d'une petite phrase, puisque les phrases sont importantes, bon, le crédit de sens, au sens où dès l'instant où on ouvre la bouche, on sollicite du crédit, le crédit des mots qu'il vous porte un peu, et le crédit du destinataire qui vous accorde quelque chose, tout de même. Bon. Alors, ta logique, elle s'appelle crédit. Donc, ce n'est pas le crédit au sens de l'opération monétaire seulement. C'est ta logique. Bon. Comme il y a d'autres logiques. C'est la logique, sans doute, la plus puissante. Parce qu'elle inclut l'infatuation de celui qui énonce, sa mégalomanie, et l'irrationalité de l'autre. Autrement dit, c'est une logique qui inclut ce qu'on traite d'ordinaire du côté d'une psychologie. Mais l'irrationnel est très important. Très important. Je me suis amusé à, je dirais, essayer de voir que est-ce qu'on peut appliquer ta logique, donc le crédit de ta logique, je dirais pas la logique du crédit, parce que là ce serait une redondance, ta logique, bon, à la régulation du sens qui se joue entre le verbalisme et le contact avec la chose. Je renoue avec ce qui vient d'être dit. Mais la régulation de sens entre le verbalisme et le contact avec la chose, ça s'appelle la philosophie. Autrement dit, vous savez bien que en un instant, en une quasi-logique de sublime, la philosophie passe de ce ne sont que des mots du verbalisme, elle est en train de toucher l'indicible, et l'irreprésentable et le non symbolisable, c'est-à-dire la façon dont Lacan définissait la chose, le non symbolisable. Bon, alors, je voudrais proposer quelques remarques sur, d'abord, la puissance de cette logique. Bon, j'ai isolé 3 autres logiques possibles, qui sont moins puissantes. La logique du tiers exclu, vous connaissez très bien. Bon, là, je ne vais pas m'étendre, hein. La logique dialectique, où le moteur, c'est la contradiction. La logique de la surdétermination, où le moteur, c'est le symptôme. Et là, il y a une 4e logique, qui est une logique de l'indétermination, qui est supposée, l'indétermination est supposée riche, plastique et convergente, c'est-à-dire que le sens est toujours convergent, il est toujours résultat et toujours convergent. Bon, est-ce vrai? Je n'en sais rien, mais disons faisons remarques. Le sens, c'est le philosophème philosophique par excellence. Autrement dit, aujourd'hui, il est en très forte dévaluation. Si vous proposez une philosophie du sens, on va se détourner. Bon. En 1950, le sens était une valeur très forte. Bon. Sens et non-sens chez Merleau-Ponty, les développements d'Éric Weil sur le sens, bon, c'était très important. Qu'est-ce qui s'est passé en 60 ans pour que la valeur sens, c'est-à-dire la valeur philosophique la plus étendue, puisqu'elle va du maximum de vide au minimum supposé pour que s'enclenche une parole, au maximum de remplissement et d'attente de la rencontre, puisque le sens va aux deux bouts, à la fois il est tout de suite là, dès qu'on parle, il y a une présupposition qu'il y a un peu de sens qui circule. Et à cet égard, je le traiterai comme les stoïciens traitaient les incorporels. C'est un incorporel. Le crédit est un incorporel. Bon, il circule, bon, ça a été dit, je ne vais pas y revenir. Bon, il est tout de suite là, le sens. Il accompagne toute l'opération, sauf dans les moments dits formels.
où l'on consent à suspendre la demande de sens pour effectuer. Bon, mais il faut retrouver du sens à la sortie, quand même. Et comment retrouver du sens, c'est retrouver un plus de. Bon, autrement dit, il y a eu dans l'opération un gain, un bénéfice. Bon, par conséquent, ce que je voudrais, c'est essayer de montrer que l'histoire de la notion sens et du mot sens et du sens, ça se confond tout ça, et c'est très compliqué parce que l'un affleure dans l'autre. Dans le mot sens, affleure le sens, point final, et peut-être pas plus. Bon, je voudrais montrer que, essayer de montrer en tout cas que c'est tout à fait parallèle. C'est une sorte d'application, la question du sens, l'application à cette grande logique qui s'appelle le crédit. J'appelle logique l'ensemble des ressources pour assurer l'équilibre des relations dans un système. Quel que soit le déséquilibre, il faut qu'à un moment, ça se rééquilibre. Et si ça a été trop d'un côté, il faut que ça aille trop de l'autre. Tu évoquais Anaximandre, c'est effectivement une pensée grecque, à savoir si quelque chose est allé très fort dans un sens, au sens d'une direction. Alors là, il faut que ça aille symétriquement à équivalent dans l'autre. Sinon, il y a de l'injustice qui vient d'entrer dans le monde. Alors, je dirais que sens est la détermination de la philo à la fois la plus ouverte, la moins marquée, la plus en creux. C'est l'auto-revendication d'une volonté de richesse qui doit être satisfaite et qui est dans l'attente. Bon, donc il y a les valeurs de richesse, d'attente, de satisfaction, de rencontre ou de déception. Bon. Tout le crédit. Pardon ? Tout le crédit. Tout le crédit est là. Bon. Et c'est à la fois la plus risquée, puisque rien n'assure que, comme le disait précisément Lyotard, on ne se retrouve pas au milieu de la science de la logique de Hegel avec le sentiment que c'est du galimatia. Et c'est vrai, si vous perdez le contact avec l'enchaînement des significations, vous n'avez que des mots vides. Et par conséquent, un effarement. Bon. Je dirais 2 mots sur ce que je pourrais dire sous le nom de crédit ici, pour les besoins de la petite proposition que j'ai à vous faire, à savoir que le crédit est incorporel, il se dispense de fondements réels. Je l'ai tourné du versus philosophie, c'est-à-dire avec des prédicats que attendrait un philosophe. Donc, incorporel, se dispense de fondements réels, épargne la garantie ou en forge le substitut, jongle avec les conditions, très libre avec les conditions. En principe, dans une bonne philosophie des conditions, on n'est pas libre. Hein, ça s'est appelé, on évoquait ça, transcendantal quand même, on n'est pas libre de jouer des conditions. Et enfin, une indifférence souveraine au démenti. Ce qui est quand même très rare, d'être totalement et souverainement indifférent au démenti. D'ailleurs, vous ne disiez pas ça, ah bon. C'est quand même peu accepté. Bon. Et c'est quand même ça la question du crédit. Autrement dit, quand on transpose la question du crédit dans la question d'une certaine logique dite philosophique, on est très surpris de ce que ça implique quand même. À savoir que le sens, il est premièrement la légitimation du fait. Il y a un magnifique article, l'un des plus beaux articles que je connaisse sur Kant et d'Éric Weil sur sens et fait. Autrement dit, montrant que le fait est évidemment ce qui vous met devant une factualité, vous n'avez rien à dire d'autre, et le sens est la conversion de ce qui vient vous heurter en une attente qui vient remplir une satisfaction chez vous. Et cette satisfaction est un plus d'être. Et parce que quand on évoquait ça tout à l'heure, il y a une plus-value, pour le coup, une véritable plus-value avec le sens. Bon. Il y a un remplissement d'attente, puisqu'on évoquait du Husserl, un remplissement d'attente qui est ou assuré, ou je dirais, en pléthore. Bon. Et puis, il y a cette affaire si difficile du consentement à l'indétermination. Bon. Autrement dit, c'est très difficile de consentir
à ce que je voudrais un petit peu développer sur cette affaire de l'indétermination. Bon. Le sens implique une levée d'équivoque impossible. On ne peut pas lever l'équivoque entre le fait que il faut que le langage fasse des avances, au sens financier, il faut faire des avances. Bon. Et il y a une affaire importante, je vais quand même un peu commencer à abréger parce que le temps presse. Je voudrais faire un certain usage un peu détourné et un petit peu symbolique du principe de charité que les logiciens connaissent bien, à savoir qu'avant de s'engager dans une critique ou dans un refus, dans une réfutation, accorder au partenaire le maximum de chance dans le quantum de signification qu'ont ses propos. Au lieu de d'évaluer tout de suite, puisque la question était de l'évaluation, mettre le maximum. Et alors après, on peut canarder, mais à condition... Surévaluer d'abord. Il faut d'abord surévaluer, c'est-à-dire donner le maximum de chance à l'interprétation, je dirais, la plus intéressante. Ce qui est évidemment une bonne attitude, qui à la fois vous donne l'éloge de quelqu'un de généreux et vous permet d'être évidemment redoutable. Bon. Il est impossible de lever l'équivoque entre l'avance d'opération et le fait que l'autre peut toujours refuser de consentir. Bon. Je ne comprends pas. Je ne marche pas. Les cyniques ou les sceptiques grecs sont extraordinairement bons pour dire « je ne comprends pas ». Vous pouvez dire, bon, et dans les logiques que nous n'avons pas évoquées ici, mais qui sont celles du négationnisme, il n'y a pas de preuve. Autrement dit, vous présentez des preuves. Qu'est-ce que c'est qu'une preuve? Une photo, c'est pas une preuve. Bon. Et c'est vrai qu'à la limite, quand on pousse les déterminations au maximum, il n'y a jamais de preuve. Il y a toujours un consentement à ce que quelque chose fasse preuve. Mais c'est très différent entre qu'il y ait des preuves et qu'on consente à. Bon, ce consentement, je le laisse. J'insisterai sur le fait qu'il y a une exigence indispensable de non-garantie qui est si important dans ce qu'aurait dit aussi Lyotard, le sens est une atmosphère. Ce n'est pas une notion, ce n'est pas un concept, ce n'est pas une chose, c'est une atmosphère. Il le disait de la négation. La négation n'est pas localisée, elle plane au-dessus de la phrase. Bon, il disait de la phrase. Et bien de la même façon, le sens est une atmosphère qui plane en donnant un plus de illocalisable à cette satisfaction de remplissement d'une attente de coïncidence plénière entre ce qui est escompté et ce qui est rencontré. Bon. Pour ça, je serais amené à proposer, je dirais, un réglage et donc un contrôle sévère et donc une plus ou moins grande tolérance entre l'usage de deux états de la signification. La signification à l'état libre et la signification à l'état adhérente. Je décale une distinction kantienne. J'appelle signification adhérente toute signification qui est très attachée au contexte. Le mot macadam est très attaché au contexte. Vous aurez du mal à négocier macadam dans un certain nombre de contextes. Il est déterminé avec les déterminations libres. Par exemple, presque toutes les déterminations de la science de la logique sont libres, c'est-à-dire indéterminées. Essence, existence, être, subjectivité, etc. Bon, c'est tellement, je dirais, ample et sans bord que tous les mots sont quasiment synonymes. Bon, d'ailleurs, je crois qu'on pourrait le montrer, que la force d'une pensée qui était là, dialectique, et qui était rationaliste chez Spinoza, c'était de distinguer des quasi-synonymes. Bon, et le sens, c'est
d'une certaine façon, la quasi-synonymie de tous les mots majeurs. Deus sive natura, Dieu ou la nature. Bon, alors, c'est le Deus, c'est le sive qui fait la chose importante. Hein. Autrement dit, c'est là où ça se joue. Bon, la signification libre, il est évident que ce serait, ne me prenez pas au piège, mais au mot. Hein. Le prendre au mot est une chose terrible. Bon, on arrête le sens quand on prend au mot. Bon, ce sont les enfants qui font ça. Tu l'as dit, tu l'as dit. Bon, oui, mais il y a un degré de l'habilité de la signification. Bon, ce degré de l'habilité est essentiel. Bon, et si on le récuse, alors évidemment, il faut arriver à le contrôler un peu. Bon, c'est le sens du crédit de savoir jusqu'où on peut accorder de la labilité à une signification. Bon, quand on était en régime dialectique, ça pouvait aller jusqu'à la contradiction de la signification. Bon, mais tu vas plus loin. Tu vas plus loin. La logique dite crédit, elle implique que la croyance en de l'impossible, ce soit un des régimes possibles de la signification. Et que avec l'impossible, on peut négocier. Ce qui, en principe, est quand même un peu fort de café. Bon, si c'est impossible, c'est impossible. Bon. Je me souviens que j'avais des étudiants qui étaient très souples avec l'impossible. On peut négocier. Ah non, non. Bien. Bon. Alors, je dirais qu'il y a, et là, il y a des activités, des disciplines, des professions qui le montrent bien, qu'entre la signification libre et la signification adhérente, il y a des transactions. Autrement dit, on pourrait dire que la situation analytique a tendance à montrer que toute signification adhérente peut devenir libre, et que parfois certaines significations libres sont beaucoup plus adhérentes qu'on ne le croit. J'entends libre au sens où on peut y mettre ce qu'on veut. Hein, on peut y mettre ce qu'on veut. Quand Hegel dit que être est une signification indéterminée, on peut y mettre ce qu'on veut, et même le non-être. Bon, alors, la philo oscille entre un contrôle sévère du réglage et une certaine tolérance de la labilité. Bon. Et ce qui fait qu'on ne peut pas ne pas tenir compte de la part qui est à la charge de celui qui comprend. Je m'intéresse aux actes de compréhension, qui sont évidemment ici des actes de crédit. Autrement dit, quand je prends le livre de Jean-Michel, je ne commence pas par exiger une définition rigoureuse du terme banqueroute, et je me réfère à l'usage ordinaire. J'aurai tout le temps en cours de route d'être, je dirais, informé ou déçu ou orienté vers une signification plus propre. Bon. Ce qui m'a frappé, je voudrais dire un mot ici, d'une chose qui va recouper ce que proposait Michel de Guy, à savoir la question de la transvaluation. Bon, je dirais que, à propos du sens, je verrais trois grands styles philosophiques possibles. Les styles où on attache grande importance aux conditions et au contexte déterminé. C'est là où le sens est à la portion congrue. C'est-à-dire, c'est là où il est le plus contrôlé. Vous voyez, c'est le problème de contrôle du sens, hein, le problème du crédit, dans le monde affaires. Bon. Ensuite, une première famille de philosophie, la philosophie où il faut présenter des garanties, il faut présenter les conditions, il faut présenter les contextes, il faut présenter les bords, etc. Bon. Ensuite, une deuxième style de philosophie, le style opératoire, où on travaille, et où l'indication de bon fonctionnement, c'est l'augmentation de valeur, bon, et de résultats. Et puis, un dernier style, où dans le fond le sens est incontrôlé, c'est le style de philosophie de révélation. Toute philosophie est un peu révélante tout de même, sinon elle est trop plate. Bon. Mais il faut savoir que la part de révélation est évidemment la part d'effraction du sens. Et que si on prend les trois styles dans l'enchaînement, le sens capitalise, recapitalise, et bien que, je me souviens, je dis souvent ça, deux philosophes qui n'avaient rien en commun, à savoir Deleuze et de Santi,
presque rien en commun, avaient au moins une phrase en commun. Une phrase, la même phrase. C'était quand je commence, chacun parlait de son côté, hein, quand je commence un livre, je ne sais plus rien et je n'ai pas d'acquis. Bon, on ne le croit pas, mais pourtant il y a du vrai. À savoir que tous ceux qui savent ce que c'est que se trouver un peu dans le métier de la scriberie savent que si on sait, on ne peut pas écrire. Il faut d'une certaine façon chasser le savoir. Bon. Et là, je dirais, il y va de la liberté des significations qui vient des deux côtés, je dirais, entre l'aura et la précision conceptuelle. Je dirais que la liberté vient dans une signification de deux sources. Elle vient parce qu'elle est de langage. Et, étant de langage, les significations qui ne sont pas de langage sont peut-être plus raides, mais quand elle est de langage, elle est absolument obligée de négocier avec son environnement et ses partenaires. Et puis, il y a une liberté qui vient de ce qu'une signification de philosophie est toujours le corrélat d'un indéterminé sans contexte. C'est ce qui agace, c'est ce qu'on appelle l'objet de la philo, hein, un indéterminé sans contexte. Bon. Et là, une signification évidemment non adhérente. Bon. Je n'insisterai pas sur ce qui se joue entre le sens et le mot sens. L'emploi du mot sens fait-il sens ou bien fait-il citation? Vous savez bien que tout l'art d'un néologisme, nous en avions parlé quand on avait préparé notre intervention, tout l'art du néologisme est d'avoir suffisamment de séduction pour introduire ce nouveau sans qu'il fasse trop de brusquerie et pour éviter son usure trop rapide. Il est évident qu'un usage trop fréquent d'un mot fait évidemment une indication d'époque, indication de date, mais du même coup dévalue considérablement la signification, jusqu'à ce que vous disiez à propos de la valeur. Bon, je dirais que la logique du crédit qui entre en scène, là, la logique, je dirais pas ça, la logique dite crédit, je dirais la logique dite crédit, implique, premièrement, une autorité de l'ancienneté et de l'obscur. C'est Aristote qui le dit, à savoir les principes valent surtout quand ils sont anciens et enfuis dans l'ancienneté. Bon, par conséquent, on ne peut pas les vérifier. Et on ne peut pas les vérifier, ils ont une espèce d'autorité. Bon, ça c'est le premier point. Deuxièmement, quelle est la place, disons, de la valeur indéterminée, c'est-à-dire toute cette affaire de la place vide et du joker. Il est indispensable dans un discours qui ne soit pas saturé en signification. Si vous avez définition de tout, la parole est bloquée. Et que par conséquent, il y a nécessairement des mots vagues et des mots qui resteront nécessairement indéterminés. Je prends le mot vague en pensant évidemment à Valérie. Bien sûr. Troisièmement, la force de la persuasion de celui qui tient le discours, qui le mène, la force de persuasion. Bon. Quatrièmement, le degré de flottement ou d'intransigeance de celui qui est en face de vous. Bon. Si vous êtes très intransigeant, il y aura très peu, on le voit bien dans les discussions, les intransigeants, c'est-à-dire ceux qui disent cette signification et c'est ceci, on se soumet, mais on arrête les frais. C'est tout. Bon, c'est-à-dire que ça s'arrête. Crédit est retiré, là. Crédit retiré. On ne peut rien faire. Bon. Et puis, il y a évidemment la situation épocale de la croyance. Croire au XVIIe siècle, c'est pas tout à fait la même chose que croire aujourd'hui. Et là, il y aurait une magnifique histoire à faire, mais pas d'un seul coup, ni d'un seul trait, entre une histoire de la croyance, c'est-à-dire quels sont les mécanismes à l'œuvre dans le fait d'accorder à une parole non vérifiée ou à des attitudes non vérifiées une valeur de vérité. Bon. Le sens, donc, est une affaire de crédit, je dirais, à trois pôles.
premièrement, il y a le registre de la signification, 3 pôles. La signification doit présenter une certaine rigidité. Si elle est trop flottante, ça ne va pas. Il faut une rigidité qui sera respectée et qui est le code partagé. Bon. Deuxièmement, il faut qu'il y ait un agent de remplissement de la signification. Avec quel matériau va-t-on remplir la signification? De l'exemplarité, de l'historicité, de la biographie, du roman, de la poésie, bref. Le remplissement, il est à la charge de celui qui a l'initiative. Et troisièmement, celui qui consent et l'instance qui consent au gauchissement inévitable des significations. On ne comprend jamais exactement ce qui se passe dans le passage d'un mot à l'autre. Bon, je me souviens d'une discussion à propos du mot Europe au Collège international de philosophie dans la traduction de Patočka. Bon, le rapport sur l'Europe entre Husserl et Patočka. Et la traductrice soutenait que les deux philosophes avaient le même concept d'Europe. Je disais, ce n'est pas possible. Si ce sont des philosophes, ils ne peuvent pas avoir le même concept d'Europe. Il y en a un qui doit être en démarquage, en décalage, en déplacement un tout petit peu. Mais ce n'est pas une réfutation, c'est pas une façon... C'est l'exigence du pensée. On ne peut pas avoir la même signification que l'autre. Bon, alors c'est là où je dirais que la logique de la tolérance et de la marge, je la développe en trois temps. Premièrement, il y a la limitation qui est imposée par l'usage ordinaire, donc quelque chose comme la rigidité. Deuxièmement, la bienveillance discursive de celui qui est votre interlocuteur, ça peut être une foule, hein. Bon, la bienveillance discursive. Hein. Et troisièmement, le forçage séducteur. Avec ces 3 choses, vous allez très loin. Si à la fois vous pliez à la limitation de l'usage ordinaire, si vous avez la chance d'obtenir la bienveillance discursive, d'où la captation bénévolencier, hein, qui était si utile, et puis si vous savez pratiquer le forçage, de ma foi, vous allez gagner. Bon. Je vais bientôt m'arrêter parce qu'il est quand même... Alors, c'est pas tellement que j'ai des questions, ce serait les mêmes, ce serait à peu près les mêmes, à savoir sur la valeur, sur la chose, sur... alors, moi j'insisterai davantage sur le degré de flexibilité et de façon d'être accommodant sans être trop comme ça, trop facile. Bon, mais je crois que on ne peut avancer dans le régime du sens que si on a laissé ouvert le maximum d'indétermination. C'est très difficile de laisser flotter longtemps l'indétermination. C'est très difficile. On veut tout de suite arrêter. Bon, alors le crédit de sens marche, je dirais, dans 2 sens. Bon, les significations sont déjà des avances par elles-mêmes. Elles vous font une avance, comme au sens économique. Elles vous font une avance. Bon, c'est une chance de savoir les saisir. Et puis il y a le deuxième sens, c'est que les significations, en même temps qu'elles font des avances, sont en attente de modifications qui les enrichissent. Une signification entre dans une phrase et elle subit une modification. Bon, c'est érotique tout ça. Oui. Oui, sans doute. Oui. Bon. Alors, pour, je dirais, décaler, forcer les significations qui sont très généralement dans le cadre de l'illimité, il faut du crédit. Bon, pour décaler la signification, ça s'appelle penser. Hein. Si on ne décale pas la signification, bon, et je terminerai, si vous voulez, sur simplement ce point, à savoir que autant dans les affaires de dialectique, la relance était à la contradiction ou à l'illusion, c'est les 2 grandes figures de la dialectique, ou bien on fait un bon usage de la contradiction ou un bon usage de l'illusion. Là, on fait un bon usage de ce qu'il y a en chaque locuteur, en chaque penseur, en chaque sujet, une énorme quantité d'irrationnel disponible.
et exploitable. Et je crois que si j'avais à poursuivre, je poursuivrais par là. Qu'est-ce que c'est que cette immense réserve de créances immédiates faite à ce qui est vraiment incroyable, qui est toujours à la portée de celui qui passe et qui est un peu malin, bon, et qui sait donc s'en saisir. Bon. Ben, ma foi, je suis arrivé à peu près à... je reviens à ma phrase de départ, et par conséquent, le sens, c'est-à-dire ce philosophème exemplaire, le grand philosophème de la philosophie, plus ample encore que... Alors je ne sais pas par exemple pourquoi dans les années 70 le sens a perdu tout crédit à partir du moment où le structuralisme est entré en scène. Le sens a été dévalué au rang de détermination spiritualiste. Et c'était une catastrophe. Et puis, il y a des résurgences de ci, de là, aujourd'hui, mais alors, qui sont parfois un petit peu lourdes, un petit peu, je ne m'y retrouve pas toujours, là. Bon, voilà à peu près quelques propositions. Oui, deux mots là-dessus, merci. Peut-être la chose sur laquelle on peut insister, c'est effectivement la difficulté quand on s'engage dans la logique du crédit, comme tu dis, qui bien, je suis tout à fait d'accord avec la formulation. La difficulté, c'est qu'effectivement, on se heurte à tout ce que tu as indiqué, c'est-à-dire à des avances, à des attentes, à du psychologique. Hein. C'est-à-dire, très, très bizarrement, dès qu'il est question comme ça de crédit, il y a du psychologique qui revient. Hein. C'est-à-dire, on a l'impression que ça coïncide avec certaines interrogations de ce qu'on met très schématiquement sous ce terme de psychologie, c'est-à-dire ce dont on ne sait pas quoi faire et qui n'obéit pas à une discipline déjà constituée. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est effectivement la dialectique. C'est à côté de la dialectique, c'est en marge, ça... Je dirais, c'est pour moi, là où j'en suis en tout cas, cette sorte d'objet crédit qui m'est tombé dessus, au fond, que je n'ai évidemment pas choisi, c'est un petit dispositif, mais dont je m'aperçois évidemment qu'il est bien plus grand que ce que je ne pensais au début. C'est un dispositif, au fond, qui m'a permis, comme à d'autres, nos grands aînés, au fond, on trouvait autre chose, qui m'a permis d'essayer, non pas de contourner, mais de voir comment on pouvait se situer en marge d'une pensée dialectique. Je crois plus puissant, moi, que la dialectique. Oui, c'est mon sentiment. Plus puissant. Le problème, c'est qu'il faut le montrer, évidemment, et qu'il faut, pour ça, alors effectivement, se heurter à comme tu l'as dit, de l'impossible, effectivement, on est constamment dans ce rapport à ça, et puis se heurter, au fond, à des termes, tu l'as très bien indiqué, des termes qui n'ont pas de statut philosophique très précis, c'est-à-dire comme l'attente, comme des choses comme ça. Enfin. Et donc, là encore, il y a à la fois cette nécessité de tourner autour de ce que la dialectique a pu produire, ou bien même la pensée de la préfiguration, je crois que ça remonte ça, et puis, par ailleurs, aussi voir comment ça touche quelque chose, au fond, qui se dit dans plusieurs registres. Au fond, il n'y a pas à mon sens, il n'y a pas d'approche strictement philosophique du crédit. Ça reste quelque chose dans la grande philosophie. On l'a vu d'ailleurs, ouais. Un roman, poésie. Voilà, et au fond, ça vient toujours latéralement. On ne voit pas dans la grande pensée allemande 19e, 20e, rien qui aille dans ce sens-là. C'est les économistes ou les gens un petit peu atypiques comme Simmel ou des gens comme ça qui introduisent cette dimension-là et qui en laissent entrevoir l'ampleur. Mais la philosophie reste un petit peu quoi par rapport à ça et désarmée, au fond, je dirais. Voilà. Il y a une chose qu'on n'a pas évoquée et qui me paraît très majeure, mais c'est peut-être un autre sujet et une autre occasion, c'est que le crédit est indifférent aux crises
puisqu'il redevient intact passé la crise. Il faut laisser passer un peu de temps. Voilà. Et la crédibilité, la croyance, l'irrationnel de ce qu'ils appellent les marchés. Enfin, moi, je parle dans les marchés, moi. Et la chose se renégocie dans tous les domaines. Se reforme. C'est-à-dire là, pour le coup, l'économie donne en grosses lettres ce qui peut se passer ailleurs, où effectivement la crédibilité et tout ce qu'on pourrait donner comme équivalent se reforme comme si de rien n'était. Autrement dit, l'expérience n'a, en économie et ailleurs, n'a aucune incidence. Et c'est ça qui est à la fois fascinant, déconcertant, et qui malmène en quelque sorte la dialectique, dans laquelle précisément l'expérience doit constamment se comptabiliser et engranger des éléments qui deviennent signifiants les uns après les autres. On va passer aux questions de la salle, mais quand même, sur ce que vous venez de dire à l'instant, on pourrait dire que c'est la fin de la confiance en ce moment. C'est-à-dire qu'il est quand même frappant de voir que chaque fois qu'il y a un sondage, la réponse, quelle que soit l'action, c'est pas confiance. Donc je pense qu'il s'est en train de se passer l'ère de la... S'agit-il d'en finir avec la confiance ou de la restaurer, de la retrouver? C'est pas sûr, on va voir ce qui se passe. En politique, n'oublions pas que finalement, le coup de Descartes, c'est d'avoir, à travers le Malagénie, d'avoir recréé la créance, la confiance, etc. Mais il me semble qu'aujourd'hui, on pourrait dire, je cherche à être un peu apocalyptique comme toi, c'est-à-dire, c'est la fin de la confiance. Alors à quoi peut-on recourir si la confiance n'est plus l'élément dans lequel? Juste un mot là-dessus, je ne suis pas sûr que ce soit la fin de la confiance, en tout cas difficile de prédire en ce sens-là, mais c'est peut-être, et là je rejoindrai aussi Patrice, c'est peut-être l'usure même du terme tellement enflé, tellement utilisé. À la moindre occasion, on dit, les politiques, les économistes, etc., les experts, la confiance frémit, la confiance revient, elle est là, elle est derrière la porte. Et elle ne reviendra plus. Alors, enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est devenu tellement, alors, l'objet d'une sorte d'attente, que je dirais pas flottante, mais totalement déterminée, que finalement, c'est le terme même qui s'est dévalué, c'est tout ce qui est en jeu dans cette opération qui s'est dévalué, et tout ce qui fait que on ne peut plus y croire en quelque sorte à la confiance. On ne peut plus y croire parce qu'il y a eu un tel excès de confiance, ou de confiance affichée. C'est l'affiche aussi, c'est le terme surévalué, c'est tout ça qui vient faire que ça se dévalue. Autrement dit, il y a des choses qui se dévaluent de l'intérieur, au fond, qui n'ont pas besoin d'être poussées, en quelque sorte. Et il me semble que la confiance, pour toute une série de raisons historiques aussi, mais aussi dans l'usage qui est fait du terme, ou des équivalents, dans les phrases tellement typées que ça engendre, la confiance perd au fond, en quelque sorte, le peu de substance qu'elle avait. Et là encore, le 19e, fin du 19e siècle est ce moment crucial où les gens les plus différents, Nietzsche, Zemmour et d'autres, perçoivent cette sorte d'ambivalence, de flottement, de passage de l'un à l'autre. En même temps, en vous écoutant parler, je me disais que c'est un peu comme le crédit. Il me semble qu'on voit aujourd'hui la coexistence de cette, de cette perte de la confiance, de cette décomposition avec des théories du complot qui ne cessent d'ailleurs de fleurir, elles sont absolument... Oui, c'est pareil. C'est pareil, et en même temps, j'ai aussi l'impression qu'il y a comme une sorte de double bind qui fait que ça voisine aussi avec des formes de créance. C'est peut-être plus de la confiance, mais des formes de créance absolument irraisonnées. Oui, mais je dirais même des formes de crédulité. Enfin, crédulité qui, comme je le dis très bien, mais se reforme à chaque fois. Enfin, et là, l'expérience ne sert à rien. Et là, c'est quelque chose de très énigmatique. Enfin. Les deux sont l'avers et le revers d'un Oui, autre. tout à fait. Écoutez, les amis, alors, il y a encore le temps pour quelques questions. Je crois que ça serait bien si... Voilà, il y a un micro, oui. De préférence adressé à Jean-Michel. Sinon, tu vas en partir. Mais non, mais je veux bien, Jean-Michel. Bon, d'abord, merci, bien sûr. Michel Le Guy vous a posé une question qu'il ne voulait pas vous poser. Je vais essayer, je crois que je ne vais pas arriver à poser une question que je voudrais vous poser. Je crois que je ne vais pas arriver à poser une question que je voudrais vous poser. Elle est un peu double. Avec vos deux derniers livres, là, évidemment, c'est aussi une grande réflexion sur le temps. Et votre objet, le crédit, invite à cette grande réflexion sur le temps et, dites même, invite des grands penseurs, même Heidegger,
enfin, il ne faut pas que le crédit invite ailleurs, mais que ça amène aussi à cette grande pensée du temps. Et j'avais deux questions. Donc. À un moment, vous faites très vite comme ça, comme un aphorisme qui vient dans l'espace de l'écriture, une critique assez virulente de Hegel, en disant que ce qui vient réconcilier ne peut pas entendre le crédit, vous ne dites pas directement, mais qu'au contraire, l'irréconciliable, la vengeance, elle, est capable d'entendre quelque chose que la réconciliation ne peut pas entendre. Et j'avais l'impression que le crédit oscillait entre deux temps qui voient tout. Le temps des économistes, qui aurait comme modèle celui de Hegel. Ne vous inquiétez pas, il meurt, oui, mais à la fin des temps, tout va s'arranger. Et puis le temps Tirésias, le temps qui voit tout tragique, d'ailleurs vous en parlez dans le dernier, où il y a un retournement des valeurs, une transvaluation qui vient tout d'un coup frapper voilà. Alors, ma question, ce serait, quel est ce temps du crédit? Est-ce qu'effectivement, il y a aussi entre ces deux temps? Et l'autre, c'est comment il faut, enfin, quelle place il faut prendre pour l'entendre? À un moment, vous parlez de peu d'économistes qui peuvent entendre ça, et vous mettez Zimmel. Et ce qui m'a étonné, c'est que je n'ai pas été étonné si longtemps que ça, de l'entendre comme économiste. Moi, je l'aurais mis comme philosophe, comme ça. Et il est vrai que tout d'un coup, les disciplines ne peuvent plus être tranchées pour essayer d'entendre ce qui se passe là-dedans. Et le politique, c'est peut-être ça d'ailleurs, cette façon. Lyotard disait, il y a une tyrannie du discours qui prétend toujours la vérité. Hein, c'est un peu ce que Michel Deguy parlait, je prétends ma valeur, et finalement, il faudrait une espèce d'apathie, une diablerie, une affaire de style. Et c'est ce que le politique, c'est peut-être ça, hein, cette affaire de style qui est capable d'entendre, et donc aussi entre des temporalités, entre des disciplines, et voilà. Je ne sais pas si vous avez compris ma question, je pense que oui, mais... Si, merci de vos questions. Quelle place il faut pour entendre ça? Moi, j'ai le sentiment, en lisant un certain nombre d'auteurs dans lesquels je reconnais quelque chose, qu'il faut une place légèrement décalée, qui n'est pas excentrique comme telle, mais décalée par rapport au savoir, par rapport à la grande logique du sens, sans doute, enfin, mais sans tomber dans la structure, on disait à l'instant, que cette place décalée, au fond, évidemment, elle ne se choisit pas, enfin, quelque chose de très énigmatique. Pourquoi Wittgenstein, qu'on n'a pas évoqué, mais qui rentrerait là-dedans, pourquoi Wittgenstein, après le Tractatus, s'occupe de ce qui me semble être tout autre chose, le langage? Pourquoi Peggy se met-il à écouter le discours des historiens et des sociologues, à y percevoir ce qui n'est pas dit, mais tout autre chose qui est absolument essentiel, etc. Donc je crois que pourquoi Pascal est-il à même de saisir, alors même qu'il est dans la croyance la plus forte, quelque chose sur le politique, etc. Toutes sortes de questions comme celle-là. Donc il me semble qu'effectivement il y a ce décalage, ce décalé par rapport à une institution, à quelque chose comme ça. L'autre chose qu'on n'a pas évoquée, mais qui, au fond, votre question me fait revenir, c'est ce que j'ai appelé dans la même chose, c'est le crédit de la parole, au fond. Hein, crédit de la parole, parce qu'au fond, c'est ça, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait aussi que, eh bien, il y a un certain nombre je développe ça un peu dans le volume à venir, un certain nombre on va dire, de professions, je peux parler ainsi, très, très vite, dans lesquelles ce crédit de la parole est essentiel. C'est-à-dire l'éducation, l'enseignement, la politique, la psychanalyse sans doute, etc. Ce sont les professions qui, pour Freud, sont de l'ordre de l'impossible. Bon, premier élément. Deuxième élément qu'on pourrait dire là, c'est effectivement que il y a sans doute chez tous ceux qui perçoivent quelque chose de cette petite musique du crédit, il y a sans doute quelque chose qui, alors là vous avez tout à fait raison, va dans le sens de c'est non conciliable. Ça implique du non conciliable. Alors ça peut prendre toutes sortes de formes. Non conciliable, c'est pas toujours très agréable d'ailleurs à dire ou à reconnaître, mais il me semble effectivement que la grande dialectique ne permet pas ça. Et bon, que quelqu'un comme Adorno peut être sensible à ça, parce que aussi il s'intéresse à la dialectique et il cherche à en tourner certaines des mécaniques, etc., etc. Donc moi c'est ce que je vous répondrai très, très rapidement, c'est-à-dire à la fois se décaler par rapport à un discours, à une institution, à une posture, à une position, à une place, etc. Je
crois que l'escroc, c'est celui qui veut occuper une place à tout prix. Celui qui perçoit l'escroquerie, mais au sens très large, c'est peut-être celui qui, dans certaines conditions, arrive à se décaler de la place qu'il est censé occuper, etc. Voilà, très rapidement ce que je vous dirais, mais évidemment, ça exigerait d'autres développements. Et sur cette idée du temps du crédit qui est aussi... Oui, alors sur le temps du crédit, ben, moi j'ai de plus en plus le sentiment comme ça comment dire, alors que l'histoire de l'Occident, pour faire très gros là, puisque nous sommes dans la grandeur, que l'histoire de l'Occident, en tout cas la mondialisation telle que nous la vivons, montre à loisir, si on peut dire, et à nauséam la prolifération de ces opérations, tant au point de vue économique, bon, c'est pas la peine d'y insister, qu'au point de vue politique et autres. Enfin. Et il me semble que là, il y a une sorte de... Je ne sais pas si c'est une accélération, comme on disait dans les années 20, mais en tout cas quelque chose qui vient radicaliser et obliger peut-être, et là, au fond, le vieux Peggy, comme ça, dans sa rumination, avait vu quelque chose, qui vient obliger, au fond, à repenser la dimension du temps. Je crois que Michelet, Peggy, des gens comme ça, perçoivent quelque chose de Benjamin, évidemment, enfin, perçoivent quelque chose de cet ébranlement, le formulent chacun avec ses propres termes, sans pouvoir dire, mais évidemment, je ne vais occuper aucune position de surplomb par rapport à eux, sans pouvoir dire, effectivement, de quoi il s'agit véritablement. Enfin. Ça ne peut se dire que par profil successif, que par biais, que par mise en jeu subjective, même à la limite, enfin, etc. Une dernière question. On a promis de rendre la salle à 6 heures. Il y a encore la place pour une question. Oui, je voudrais réagir sur ce que vous avez dit à la fin. Ça marche? Oui, oui. Ce que vous avez dit à la fin sur la confiance. Je ne sais pas trop comment je vais tourner les choses parce que je n'ai pas lu votre livre, excusez-moi. Un peu plus fort. Oui, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit sur la confiance sans avoir lu votre livre, excusez-moi. J'aurais envie de dire que justement le problème de la confiance, c'est qu'elle ne va pas de soi et que, en quelque sorte, entre la tromperie et la confiance, il y a une sorte, c'est pas une équivalence, mais enfin, il y a plein d'exemples, l'enfant menteur, les tournures de rhétorique qu'on peut apprendre pour faire croire que, etc. Donc, ou bien la confiance dépend du contexte dans lequel on est toujours. On peut aussi se tromper et tromper à son insu, de son plein gré, comme vous savez, etc. Donc comment vous... Oui, vous avez tout à fait raison. Je crois que d'abord, cerner la confiance, c'est une opération impossible. Enfin, on l'énonce, on dit qu'il en faut, etc. Mais la définir ou essayer de la définir, c'est une opération quasiment impossible. Simmel disait, c'est entre une mi-connaissance comme ça, une connaissance à moitié, comme ça qui vient à la tête. Et par conséquent, il y a dans cette notion de confiance, dans cette chose très énigmatique, il y a des oscillations telles que ça s'approche très vite je dirais de ses contraires même. Il y en a sans doute plusieurs. Ça s'approche très vite de ses contraires et que de ce point de vue-là, comment dire, j'allais dire presque le mot d'ordre, enfin, le mot d'ordre des économistes, le mot d'ordre des politiques, fait comme si tout ça n'existait pas. Fait comme si, au fond, cette perméabilité qu'il y a dans tout ce qui relève de la confiance n'existait pas. Donc là, il y a un problème majeur, et encore une fois, dont traitent certains économistes, Simmel, Stiglitz, ou des gens comme ça, enfin, dont quelques philosophes aussi s'emparent, on cherche à s'emparer, et je crois que ça recoupe alors ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler le crédit de la parole, et ces différents lieux d'exercice. Ben, on sait très bien que le professeur peut devenir d'un rien
un rhéteur, un sophiste, etc., que le politique peut d'un rien, etc., que le psychanalyste, etc. Toutes ces professions dans lesquelles que l'amoureux peu d'un rien peut devenir aussi tout ce qu'on peut supposer, que toutes les positions dans lesquelles ce crédit est à l'œuvre, eh bien, sont des positions extrêmement fragiles, précaires, et dans lesquelles, on l'a dit et répété les uns et les autres, dans lesquelles la garantie n'est toujours que verbale. Enfin. Et donc, la garantie qui n'est toujours que verbale, c'est ce qui n'arrive pas à se fonder. Contrairement à la grande dialectique, où le fondement, là, il est en train de s'élaborer dans l'histoire, avec l'expérience, etc., etc. Donc là, on se trouve sur un terrain beaucoup plus instable, mouvant, en quelque sorte, où précisément la garantie n'est pas là, où la garantie n'est là que sous forme de choses qui, elles-mêmes, viennent interroger la confiance en question, ce qu'on appelle ainsi.